mesdames, chers amis, je suis très heureux d'être ici. C'est un privilège de venir à Paris. Je ne viens pas trop souvent, mais heureusement de temps en temps. Je vais d'abord m'excuser que je ne parle pas tellement bien le français parce que je n'ai guère l'habitude de parler le français. Je suis né en Flandre profonde, en Belgique, la Flandre flamingante, du côté de Bruges à Gand. En fait, je pense que Jacques Brel a pensé à moi quand il a parlé entre les tours de Bruges à Gand, parce que mon village est exactement entre Bruges et Gand. Donc voilà, quelque part tout près de la frontière hollandaise. Et après avoir fait mes études à Gand, l'université, je suis parti pour le Canada. Je pensais pour 1 an ou 2 ans, mais 40 ans plus tard, je suis toujours là. J'ai fait des études au Canada, mais pas le Canada auquel vous pensez en tant que Français. Pour vous, le Canada, c'est le Québec. Mais pour nous, le Québec, c'est une autre planète. Parce que moi, j'habite le Canada francophone, anglophone, excusez-moi, je dis sorry, anglophone, l'Ontario. Et à Toronto, nous sommes à quelques 600 km de Montréal. Pour moi, ça fait 700 km parce que je n'habite pas un peu plus à l'ouest. Mais au Canada même, on parle des fois entre le Canada anglophone et francophone, c'est les deux solitudes. C'est un autre monde au Québec. Et bien sûr, on parle français et chez nous, on ne parle vraiment pas le français du tout. Il y a quelques personnes, des fois, qui en parlent quelques mots, mais presque jamais, parce que l'Ontario, c'est la province la plus importante du Canada du point de vue de population, et nous sommes du côté des États-Unis. Alors le business, etc., et la vie culturelle s'oriente vers le sud, vers les États-Unis. Et voilà, c'est comme ça. Et le français, il joue vraiment pas un rôle. Je suis un peu au courant de ce qui se passe en France, je connais un peu l'histoire française, mais c'est vrai, comme Émeric l'a dit, en fait, c'est vrai que j'essaie de distiller un peu tout ce qu'on peut apprendre en lisant les histoires de certains auteurs anglo-saxons, comme on dit ici, comme Howard Zinn, par exemple, qui est très connu et qui a eu un grand succès récemment, je crois, en France, n'est-ce pas? Et voilà, je sais par expérience que ce sont des historiens, ce genre d'historiens, et pas seulement Howard Zinn, qui sont trop peu connus en Europe, et pas seulement en France. C'est la même chose en Belgique, où je retourne aussi assez souvent, bien sûr. Je connais très bien l'Allemagne aussi, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'historiens, même d'historiens qui ne sont pas conservateurs, comme la plupart, qui sont presque pas connus du tout en Europe. Mais pourtant, ils sont là, ils sont importants, et trop peu connus. Et ça vaut la peine vraiment de lire ces auteurs-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que vous retrouvez dans mes livres à moi, donc sur la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et l'entre-guerre, Interbellum, donc l'histoire de la montée du fascisme, etc. Et j'espère, j'ai déjà écrit un livre sur la Révolution française, que j'espère peut-être sera édité par des gars l'année prochaine ou dans quelques années, on verra bien. Parce que là déjà, je vais vous expliquer en quoi mon livre sur la Première Guerre mondiale est différent des 1000 autres livres sur la Première Guerre mondiale. Surtout il y a 2 ans, en 2014, l'occasion du centenaire, et on a écrit toutes sortes de livres. Alors pourquoi encore un autre livre? C'est la question qu'on me pose, que moi je me pose. Eh bien, il y a plusieurs raisons, plusieurs facteurs qui sont différents. Tout d'abord, trop de livres qui parlent de la Première Guerre mondiale commencent dans ce bel été 1914, quand les vacances allaient commencer, et tout d'un coup, il y a eu un assassinat quelque part dans le Balkan, et voilà, la guerre a éclaté. Une grande surprise, personne ne s'y attendait. Et on commence l'histoire. Alors, l'été, août 1914, on part pour la guerre. On ne peut pas commencer par expliquer la guerre en commençant en juin 1914. Il faut savoir, il faut se rendre compte de ce qui s'est passé auparavant. C'est d'ailleurs pas vrai que c'est une surprise. Ce n'est pas vrai du tout. L'idée que la guerre n'était pas voulue était une grande surprise. La guerre a éclaté à la surprise et l'horreur de tout le monde. Certainement le chef à Paris, à Londres, à Berlin, etc. C'est pas vrai du tout. Pourtant, c'est la thèse d'un livre à succès qui a été édité, je crois, en 2014. Les somnambules. Les somnambules. Comme s'ils se sont fait entrer en guerre comme des somnambules. C'est pas vrai du tout. Ma thèse centrale, dans un sens, c'est que cette guerre-là était voulue. C'était pas une surprise, c'était bien préparé. On a en fait la provoqué. Et quand la guerre a éclaté,
Vous savez tous, vous avez tous vu ces images-là, de la grande joie dans les rues à Paris. Tout le monde est si content que finalement c'est la guerre, c'est une guerre qu'on attendait depuis longtemps. Voilà, voilà, finalement. C'était une sorte comment on dit en français, relief, une sorte de soulagement, qu'il y avait finalement cette guerre dont on rêvait déjà depuis longtemps. Mais attention, c'est pas si simple que ça, parce que nous savons maintenant que cet enthousiasme-là n'était pas partagé par tout le monde. Les images qu'on a prises à ce moment-là, c'est sur les Champs-Élysées, à Paris, et Unter den Linden à Berlin. C'est un public très bourgeois qui salue les soldats, qui en fait salue l'arrivée, la guerre, qui était content. Mais on sait maintenant que dans les quartiers ouvriers à Berlin, par exemple, que les gens étaient déprimés à la nouvelle de la guerre. On sait que dans les campagnes, en France, en Allemagne, en Russie, en Belgique, en Angleterre, les gens n'étaient pas heureux, pas enthousiastes du tout. Ça, c'est peut-être faux. Bien sûr, les journalistes, il y en avait encore des journalistes en ce temps-là. Maintenant, on se pose la question s'il y a encore de vrais journalistes. Ils étaient bien sûr présents dans les villes, où il y avait des scènes de joie. Mais dans la campagne, on ne l'a pas filmé à la campagne. Mais dans la campagne, les gens étaient déprimés. Parce que vous comprenez, c'était le début de la récolte, la fin juillet, début août. Et les paysans devaient partir pour la guerre, aussi les jeunes. Mais qui va s'occuper de la récolte? C'était pas une bonne nouvelle, ils n'étaient pas soulagés du tout. Et d'ailleurs, non seulement les hommes devaient partir, mais on venait chercher leurs chevaux. Et le cheval, c'était un membre de la famille pour les paysans dans le temps. On n'avait pas encore de tracteurs. Et on savait quand l'armée est venue chercher les chevaux, que les chevaux n'allaient pas revenir. On sait qu'un million de chevaux français ne sont pas retournés de la guerre. Alors, en fait, c'est aussi une dimension importante de la guerre. Bon, je ne vais pas trop parler de tout ça, mais je vais revenir à mon point principal. C'est que pour comprendre la guerre, il faut connaître la préhistoire de la guerre. Et il faut essayer de comprendre pourquoi certains gens étaient heureux que c'était la guerre, et d'autres non. Et là, je peux vous dire tout de suite que c'est en fait les élites de tous les pays, comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, qui étaient heureuses qu'il y avait la guerre, qui étaient soulagées qu'il y avait la guerre. Mais la plupart, le peuple en général ne l'était pas du tout. Alors pourquoi est-ce qu'ils étaient heureux et pourquoi pas? Mais pour en revenir, bon, il faut regarder, il faut étudier, expliquer la Première Guerre mondiale dans la longue durée, comme disait Fernand Braudel. Il ne peut pas commencer à expliquer les choses en parlant de juin 1914. Il faut aller voir la préhistoire. Et selon moi, il faut commencer très tôt, il faut commencer avec la Révolution française. Et en fait, on ne termine pas la guerre non plus en 1918, parce que la guerre, dans ce sens, a continué, avec la guerre civile en Russie, et d'autres conflits. Et un peu plus tard, c'était déjà la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'historiens qui préfèrent parler de la grande guerre de 30 ans du XXe siècle, au lieu de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, comme si c'était deux guerres différentes. Dans un sens, c'est vrai que la Première Guerre mondiale, c'était donc en fait le prélude de la Deuxième Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale, c'était la deuxième partie de cette grande guerre de 30 ans, de 1914 à 1945. Et dans ce sens-là, donc, non seulement faut-il commencer bien avant 1914 pour expliquer la guerre, et on ne peut pas terminer tout d'un coup. Le 11 novembre, on fait le traité de Versailles en juin 1919. Il faut continuer. C'est pour ça que mon livre est un grand livre. Un peu trop long peut-être, mais c'était dans ce sens inévitable. Si on veut bien expliquer, il faut tout de même écrire et parler de beaucoup de choses. Et j'ai choisi de commencer avec la Révolution française. J'ai parlé un peu des révolutions du 19e siècle et de la guerre, même en finissant par la guerre de 14-18. Et ce qui est important dans cet aperçu de l'histoire du 19e siècle. Dans ce sens, le siècle qui a produit, qui était le père de la Grande Guerre. Et un siècle qui était en même temps le fils de la Révolution française. N'est-ce pas? Alors il faut connaître la mère, la Révolution française, afin de connaître l'enfant, le 19e siècle, qui est devenu le père de la Grande Guerre. La Grande Guerre est impensable. On ne peut même pas commencer à expliquer sans connaître un peu l'histoire du 19e siècle. Et je parle de Révolution française.
et de la Grande Guerre qui a produit la Grande Révolution russe dont Émeric a parlé. C'est très important. Révolution et guerre. La Grande Guerre, là, vous vouliez dire la Première Guerre mondiale? Oui, on dit la Grande Guerre, oui. On dit, en anglais en tout cas, the Great War, en français aussi, non, la Grande Guerre. On disait, on l'appelait ainsi après la Première Guerre mondiale. Ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a arrêté à parler de la Grande Guerre, parce qu'il y en avait eu deux. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. C'est les papis qui nous disaient c'était la Grande Guerre, la vraie. Pardon, la première. Nos papis, nos grands-parents. Oui, la Grande Guerre, oui. Il y avait la Grande Guerre et l'autre. Et l'autre, oui, la Deuxième Grande Guerre. On a oublié ça, c'est pour nos générations. Ouais. Mais la Grande Guerre, la vraie, Alors, ça rigolait pas, d'après eux. Celle qu'ils avaient faite. Oui, c'est ça. Ce qui est très important ici, ce que je veux souligner, et j'en parle en fait beaucoup dans mon livre, et un jour on écrira un livre là-dessus, c'est la dialectique entre guerre et révolution. La dialectique, la relation entre guerre et révolution. Et l'idée centrale, c'est les progrès de ce qu'on appelle la démocratie entre dans le contexte de ce conflit, de cette dialectique entre guerre et révolution. Laissez-moi vous expliquer assez simplement. Tout le monde sait que la Révolution française a produit des guerres européennes, n'est-ce pas? Moi, en tant qu'enfant déjà en Belgique, c'est ce qu'on a appris de la Révolution française, eh bien la guillotine bien sûr, c'est certain. Et après l'arrivée des soldats français, et parce que c'était la guerre, et les batailles de Fleurus, et je mappe, et voilà, moi je ne me souviens plus, mais si vous trouvez les détails, c'est dans ce livre-là. Moi je m'occupe guère des événements militaires, je suppose que la majorité des gens les connaissent, et sinon vous les trouverez dans 1000 livres, n'est-ce pas? Alors, la Révolution française a produit des guerres, on pourrait même dire de grandes guerres, les guerres napoléoniennes, les guerres de la Révolution. Ça a duré en fait pendant des dizaines d'années, c'est terminé chez nous en Belgique à Waterloo. Mais ce n'est vraiment pas terminé, n'est-ce pas? Par après, il y a d'autres révolutions qui ont été suivies par des guerres. En 1948 par exemple, l'année folle comme on disait en Allemagne, la Stollejahr. En italien, on dit fare un 48, faire en 48, c'est-à-dire faire la révolution. C'est révolution plurielle. Moins en France qu'autre part, mais surtout à Budapest, à Varsovie, à Vienne, ont été suivis par des guerres, où les Russes sont arrivés en Pologne et en Hongrie, et c'était des guerres aussi. Et un peu plus tard, c'était une guerre qui a été suivie par une révolution. La guerre franco-prussienne, qui a produit la Commune, n'est-ce pas? Encore une fois, guerre, révolution. Et un peu plus tard, c'était la guerre entre la Russie et le Japon, suivie par la première révolution en Russie de 1905, n'est-ce pas? Et est-ce une coïncidence que la grande guerre de 14-18 a produit la grande révolution? Alors voilà quelque chose de très très important. La grande révolution française a produit de grandes guerres. Et 100 ans plus tard, la grande guerre a produit la grande révolution. C'est de ça ce que j'essaie d'expliquer dans la première partie de mon livre. Il s'agit de quelques 150 pages, du moins dans l'édition anglaise, peut-être de moins dans la française. En fait, non, c'est toujours plus de pages en français. Oui. Parce que le français a le désavantage d'avoir besoin de plus de mots pour dire la même chose. Mon éditeur anglais m'a dit, votre livre en français, c'est combien de pages? Je dis 800, c'est l'édition de l'Aisne. Il dit, bon, pour nous, c'est 600. Parce qu'en anglais, c'est besoin de moins de mots. Voilà. Mais bon, le français est plus beau, bien sûr. Il y a toujours une compensation. Alors, c'est ça ce qui est important. Alors, pourquoi? Il faut se demander, pourquoi la Révolution française a produit des guerres? Et quand on commence à penser à cela et à comprendre, on peut commencer à comprendre pourquoi la guerre a produit la révolution. La grande guerre a produit la grande révolution. C'est le même genre de problème. Eh bien, la Révolution française était même un phénomène social, n'est-ce pas? C'est une révolution sociale. Politique, bien sûr, aussi, mais sociale. Et économique aussi. Et de la Première Guerre mondiale, on dit
Non, ce n'était pas un problème social du tout, c'était seulement du nationalisme, un conflit traditionnel entre pays, etc. Mais la Révolution française a commencé comme une révolution sociale en France, en fait à Paris même, mais qui est devenue une guerre internationale entre différents pays. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la raison principale, en fait, était que, autre part, dans d'autres pays, des voisins de la France, même des pays ennemis comme la Grande-Bretagne, un pays contre lequel la France a toujours fait des guerres, la guerre de 7 ans, la guerre d'indépendance des États-Unis, etc. Je peux encore voir aujourd'hui, du côté de mon hôtel, le tombeau de Lafayette, sur le cimetière de Picpus. Voilà, quelque chose que c'est pas tellement important, mais c'était bien de voir ces choses-là. Alors, c'était un événement social qui a eu, bien sûr, trouvé un écho dans d'autres pays. Dans ces pays, même ennemis de la France, on trouvait la révolution quelque chose d'horrible. Parce que renverser la monarchie, même éliminer le roi, même si ce roi était notre ennemi, c'est même un collègue, n'est-ce pas? Un ami sur le plan social, un ennemi sur le plan national. Moi, je parle de ces idées que la Première Guerre mondiale avait une dimension horizontale et une dimension verticale. C'était vertical dans ce sens que notre pays se bat contre votre pays. Nous, les Français, contre vous, les Allemands. Mais en même temps, c'est aussi un conflit social. De classes au sein du pays même. Les classes supérieures, représentées par les officiers et les généraux, par exemple. Et les classes inférieures, là-bas, dans leurs tranchées, n'est-ce pas? Des paysans surtout, et des ouvriers aussi, mais plus de paysans, pour des raisons dont je parle aussi dans mon livre. Alors, cette idée qu'on puisse faire une révolution était impensable dans la tête des rois dans toute l'Europe, même s'ils détestaient votre Louis. C'est toujours qu'ils ne devaient pas permettre cela. Alors ils ont dû faire la guerre contre la France, afin en fait, d'en finir avec cette expérience-là, afin d'éviter donc cette révolution, de réprimer cette révolution. Et en fin de compte, ils ont réussi, ils ont restauré la monarchie de France, n'est-ce pas? La restauration après Waterloo. Alors c'est pour ça que, de cette façon, que un conflit social a produit un conflit international. Une révolution sociale a produit un conflit international entre pays. Eh bien, quand on parle maintenant de la Première Guerre mondiale, c'était un conflit international, mais qui avait tout de même aussi une dimension sociale, de laquelle je parle beaucoup dans mon livre. Moi, je parle de la Première Guerre mondiale comme la grande guerre des classes. Ce n'est pas seulement la grande guerre des nations, la grande guerre entre la France, la Grande-Bretagne, la Belgique d'un côté et l'Allemagne de l'autre côté. Non, il y avait des conflits au sein de chaque pays. J'ai trouvé l'inspiration pour mon livre, pour cette dimension de mon livre, dans un très beau film que je vous conseille d'aller voir un jour. Le film de Stanley Kubrick, qui est tout de même assez connu, n'est-ce pas? Le chemin de la gloire, je pense qu'il s'appelle Les Sentiers de la gloire. Les Sentiers de la gloire. Alors, un très beau film. Et dans ce film-là, ce qui m'a frappé, même quand je l'ai vu, j'étais très jeune encore, au moins 20 ans, il y a au moins 20 ans, c'est qu'il y a dans ce film-là, c'est un film de guerre. Et il y a des bons et méchants, comme on s'attend dans un film de guerre. Et c'est dans le film, du côté des Français, dans la Première Guerre mondiale. Alors, voilà, le bon et le méchant, on commence à regarder. Et il y a des Français. Il n'y a jamais un seul Allemand dans le film. Jamais un seul. Même pas un seul. Sauf, à la fin, une femme allemande. Mais c'est clair que ce n'était pas l'ennemi. En fait, non, pas du tout. Mais il y a des ennemis. Il y a une hostilité, il y a un conflit dans le film entre les officiers, les généraux, et les soldats, les poilus en bas. Une guerre, vraiment une guerre. Une guerre sans pitié. Ça, dans le film, tout ça, c'est clair. Alors c'est de ça que je parle dans mon livre. C'est cet aspect social de la guerre. Et quel était, donc, pourquoi donc, encore une fois pour revenir à cette dialectique entre guerre et révolution. Donc la Révolution française a provoqué, pour ainsi dire, a produit des guerres, justement parce que c'était une révolution sociale qui
inadmissible, impardonnable du point de vue d'autres les classes dirigeantes dans l'autre pays. Dans le temps, bien sûr, les monarques, l'aristocratie, la noblesse, etc. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la Première Guerre mondiale? Pas la même chose, bien sûr, mais quelque chose de très similaire. Ce n'est pas vrai du tout. Un autre grand mensonge de la plupart contenu ou glissé dans la plupart des livres sur la Première Guerre mondiale, c'est que ce qu'on nous a raconté dans le temps le président Wilson, dont tout le monde sait que c'est aussi brave, presque aussi brave qu'Obama aujourd'hui. Moi, je ne croyais pas, mais bon, vous savez ce que je veux dire, c'est un peu cynique. Alors, Wilson a parlé, la Première Guerre mondiale, c'était la guerre pour la démocratie. Oui, il a dit ça. Il a dit, il doit être vrai. Mais non, c'est pas vrai. Pas vrai du tout. Pourquoi l'Amérique est entrée en guerre en 1917? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous croyez que c'était pour sauver la démocratie? Ils avaient pu venir sauver la démocratie en 1914, n'est-ce pas? En fait, on peut poser la même question, et je la pose dans mon livre « Le mythe de la bonne guerre ». Pourquoi les Américains ont attendu jusqu'en 1941 afin de déclarer la guerre à l'Allemagne, hein? Pourquoi ils n'ont pas venus sauver la France, hein? Pourquoi ils n'ont pas dit « Lafayette, nous voilà, hein ?» en 1939, hein? Non, pas du tout. Hein? C'était pas intéressé. C'était pas intéressé du tout. Alors, il y avait d'autres raisons. Les raisons étaient économiques. Je parle de la dimension économique de la guerre. Dans le contexte de ce phénomène dont on n'est pas supposé de parler. Parce qu'officiellement, il n'existe pas. Ça s'appelle l'impérialisme. L'impérialisme, il ne faut pas parler de cela dans la plupart des médias, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des relations internationales, mais l'impérialisme, ça veut dire que quelques pays sont impérialistes. Oui, mais vous êtes marxiste, monsieur. Vous êtes communiste, vous êtes rouge. Il ne faut pas en parler. Mais c'est un fait que l'impérialisme, ça existait. Il y avait des pays impérialistes à la veille de la Première Guerre mondiale. Mais bon, continuons encore un peu avec la dimension sociale, donc. Donc, Wilson disait, c'est la guerre pour la démocratie. Ah bon? Examinons un peu cette idée. Donc, d'un côté, c'était les démocraties, nous, la France, la Belgique, bien sûr, et les États-Unis plus tard, assez tard. Et de l'autre côté, c'était les antidémocraties, les systèmes autoritaires, comme l'Allemagne, le Kaiser, oh, bou. Hein? De l'autre côté, il y avait tout de même la Russie, le pays le moins démocratique au monde en 1914. Alors, comment expliquer ça, du côté des démocrates? Ça ne va pas, ça ne marche pas. D'ailleurs, la démocratie, quels étaient les pays vraiment démocratiques en 1914? Quels étaient? Oui, parlons d'un seul critère, par exemple, le suffrage universel, le droit de vote universel. Où est-ce qu'il existait? Du côté des démocraties. Il existait en France, ça c'est vrai, bravo. C'est vrai que la France est le pays le plus démocratique en Europe à ce moment. Pardon? Il n'y avait pas les femmes. Les femmes. Bon, non, mais on ne parle pas de femmes. Pas encore important. Non, ça c'est certain. Mais je veux dire, le suffrage universel, même pour les hommes, n'existait pas encore. En Belgique, par exemple, n'existait pas encore. En Grande-Bretagne, il n'existait pas encore. Il n'existait pas. Alors l'idée qu'on allait se battre pour la démocratie, mais quelle démocratie? D'autre côté, il n'y avait pas la démocratie, ou très peu. Très peu. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les élites européennes, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Autriche, Hongrie, en Russie, voulaient tellement la guerre? Parce qu'ils détestaient la démocratie. Ils détestaient la démocratie, ils espéraient que par le biais d'une guerre, ils pouvaient arrêter un processus qui poussait vers la démocratie. La démocratisation, qui avait commencé quand? Avec la Révolution française. Ah oui, parce qu'avant la Révolution française, on ne parlait pas de démocratie. Mais non, le roi était le roi, tout le monde se taisait. L'État, c'est moi, Louis XIV, n'est-ce pas? Et personne ne pensait l'idée que le menu peuple, que toi et moi, que nous, aurions quelque chose à dire, mon Dieu, c'est impensable. Le roi disait, et c'est quelques habits aristocratiques, bien sûr.
peut-être quelques grands bourgeois pour aider un peu, qui est un peu spécialiste, un expert dans un domaine, un Colbert par exemple, mais qui ont, bien sûr, on a donné un titre aristocratique par après. Mais la Révolution française, c'est en fait l'idée que le gouvernement n'est pas là pour plaire au roi, que nous ne sommes pas là pour plaire au roi. Nous ne sommes pas des sujets d'un roi, mais le gouvernement est là pour nous. Nous sommes des citoyens, comme on disait en français. Aujourd'hui encore au Canada, qui est une monarchie, vous ne le savez peut-être pas. Alors on utilise cette expression-là, nous sommes des sujets de la reine. Personnellement, je trouve que c'est une expression médiévale. Moi, je ne veux pas être le sujet d'une reine, même pas de Hillary Clinton, ou même de Trump. J'aimerais être un citoyen. Je trouve que c'est une idée démocratique, n'est-ce pas? Et je suppose que la plupart d'entre nous sommes des démocrates. Peut-être non, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas dans la démocratie. Ça, c'est certain. Et par exemple, les élites ne croyaient pas. C'est clair que le roi Louis XVI, un bon garçon, ce que je sais, du point de vue personnel, mais il détestait l'idée de partager le pouvoir avec le menu peuple. Impensable. Imaginez-vous, impensable. C'est la fin du monde. C'est la fin de notre civilisation. Ça ne va pas. Ils sont trop bêtes et cruels. Pas du tout. Alors, ils n'aiment pas la démocratie. Aujourd'hui, on nous fait croire, dans nos médias, que tout le monde, tous nos grands chefs sont tous des démocrates. Ils adorent la démocratie. La reine, non, oui, elle adore le roi Albert en Belgique. Ils sont si démocratiques. Mais ce n'est pas vrai du tout. Ils sont battus contre la démocratie. Les rois préféraient l'ancien système. Le système où ils avaient tout le pouvoir. L'État, c'est moi, Louis XIV. Ça, c'était l'idéal. Et même devoir partager un tout petit peu déjà. Une monarchie constitutionnelle, parlementaire, oh, c'est déjà trop. C'est à cause de cela, sa résistance contre ce système-là, qui est en fait la solution au début de la Révolution, qu'on a dû exécuter Louis XVI, n'est-ce pas? Mais d'autres rois ont compris que mieux la moitié de la tarte que rien du tout. Et en Belgique, quand le pays scandinave, les monarques ont pu survivre. C'est toujours une belle vie d'être monarque, de vivre dans un château, pour couper des rubans comme ça, et de boire du champagne. Moi, j'aimerais être monarque. Dans ma prochaine vie, peut-être, mais pas autant dans la Révolution française. Alors et l'aristocratie et l'Église, tous ces représentants de l'Ancien Régime, est-ce qu'ils étaient heureux? Est-ce qu'ils étaient préparés à partager le pouvoir avec le menu peuple? Avec vous? Pas du tout, pas du tout. Alors, heureusement, les Anglais sont venus, et les Prussiens et les Autrichiens, et en 1815, c'est terminé. Je ne vais pas vous parler de Napoléon et de son rôle dans tout cela, parce qu'autrement, je ne parlerai jamais de la Première Guerre mondiale. Mais ce sera dans un autre livre, n'est-ce pas, Emery? C'est celui sur la Révolution française. Alors, heureusement, donc, on a pu remettre l'horloge à l'heure de l'Ancien Régime. Mais ça ne marchait pas très bien, parce que la boîte de Pandora avait été ouverte. Maintenant, il y avait des gens un peu partout qui disaient, oui, c'est une bonne idée, il faut la démocratie, de plus en plus. Et sans vous donner les détails, vous savez que le mouvement révolutionnaire pour démocratiser, pour pousser la démocratisation en avant, au lieu de l'arrêter et faire reculer, tout cela a continué. Il y a eu de nouvelles révolutions en 1830, 1848. Quelque chose de très important s'est passé en 48 et en 71, comme on dit en Belgique, en 71. Deux révolutions, 48 et 61. Jusqu'en 48, une des classes révolutionnaires était la bourgeoisie. Enfin, après tout, la Révolution française, la grande, 1789, c'était la monarchie, l'aristocratie et l'Église contre tous les autres. La bourgeoisie, les sans-culottes et le peuple en général, les paysans, etc. Mais en 48, le prolétariat, pour ainsi dire, le menu peuple, s'est montré un peu plus agressif qu'auparavant. Et ne s'est pas laissé manipuler comme auparavant par la bourgeoisie, triomphante dans la Révolution. Cela fait peur à la bourgeoisie. Ah oui. Alors, la bourgeoisie s'est dit, on a déjà tout de même obtenu quelques avantages, peut-être c'est mieux de le laisser comme ça, d'arrêter maintenant. Parce que ce mouvement révolutionnaire, ça devient dangereux. Et surtout, cette idée, après la Commune de Paris,
à ce moment-là, la bourgeoisie est devenue une classe contre-révolutionnaire, au lieu d'être de la classe révolutionnaire qu'elle avait été auparavant. Et après 1948 et après 1971, on a eu un grand changement de front, pour ainsi dire, au sein de ce conflit, cette guerre de classe qui avait commencé avec, dans sa version moderne, avec la Révolution française et qui est toujours continuée, avec quelques éruptions de temps en temps, parce que à ce moment-là, la bourgeoisie a rejoint l'aristocratie et l'Église dans le camp contre-révolutionnaire. Et dans le camp révolutionnaire, on a retrouvé seulement donc le prolétariat, si vous voulez. Et non seulement ça, mais à ce moment-là, le prolétariat a commencé à devenir socialiste, parce qu'entre-temps, il y avait eu Marx. Ils avaient adopté une idéologie, un programme. Ils voulaient, en fait, ils ont cru que la seule façon d'obtenir la vraie démocratie, c'est par le biais d'une révolution. Parce que quand on y pense, aujourd'hui, nous pensons avoir, nous croyons avoir la démocratie. Et beaucoup de gens, pas assez de gens se demandent jamais comment est-ce que la démocratie est descendue sur Terre. Est-ce qu'on a prié et un jour, c'était là. Hein? On dit, ouais, c'est pas clair, mais parlons d'autre chose, d'une autre guerre. Mais en fait, c'est le fait que les grandes avances démocratisantes, ont été le produit d'une révolution. Par exemple, l'idée d'une... Je vous donne un exemple. La Révolution française de 1789 et les années suivantes a introduit des idées fort radicales dans ce temps-là. Et un des plus grands pas vers la démocratie, on retrouve dans ces années-là. Quand vous pensez à la démocratisation, à l'histoire de la démocratie, quel a été un des plus grands triomphes, quand on y pense? Moi, je dirais, je vous suggère la réponse à la question, c'est plus vite, comme ça, c'est plus rapide. C'est l'abolition de l'esclavage. Personne ne peut nier que ça, c'est tout de même un moment dramatique, un pas gigantesque vers la démocratie. Parce qu'auparavant, l'esclavage existait. Est-ce que c'est démocratique? Ben non. Personne ne peut dire ça. Ben, sauf qu'encore une fois, il y a toujours quelque chose qui... Peut-être Trump, je ne sais pas. Mais alors, l'esclavage, ce n'était pas démocratique du tout, n'est-ce pas? Alors, moi je pose la question à mes amis canadiens, et belges, et français même. Quel était le premier pays à abolir l'esclavage? Je sais déjà quel était l'un des derniers, le pays de la liberté, les États-Unis. Oui. Ah ouais, c'est drôle, n'est-ce pas? Parlons pas de ça. Mais quel était le premier pays? La plupart des gens vont vous dire, c'était la Grande-Bretagne en 1700, quelques années avant la Révolution française. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai du tout. Mais pourquoi ils disent ça? Ils disent ça parce que en Grande-Bretagne, on a aboli, dans ces années-là, le commerce d'esclaves. Ah, le commerce d'esclaves. Mais l'esclavage existait toujours, oui. Pourquoi abolir le commerce d'esclaves et garder l'esclavage? Ah, bon, pour moi, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Oui, on comprend. On l'a fait parce que le commerce d'esclaves gagnait beaucoup de fric, beaucoup d'argent. Tout le monde, des villes comme Nantes et Bordeaux et Amsterdam, sont devenues des villes, belles villes, tout du temps, la traite négrière, comme on disait en français, oui. Alors, on gagnait beaucoup de fric. Hein. Mais les Anglais, au XVIIIe siècle, avaient un petit problème. Parce qu'on se faisait la concurrence, il y avait 3 pays qui gagnaient beaucoup de fric, qui se faisaient la concurrence dans le commerce des esclaves. La France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Et au XVIIIe siècle, qui était en train de gagner? Les Français. Oui, bravo, pour une fois les Français. Bravo. Oui, ils étaient les meilleurs. C'est à cause de ça, Nantes, Bordeaux, de belles villes. Hein. C'est pas une coïncidence que c'est de là-bas que venaient, au temps de la Révolution, les Girondins, les représentants de la haute bourgeoisie. Hein. C'est à cause de ça. Hein. Les Français étaient les meilleurs, surtout qu'ils avaient des bastions de l'esclavage, comme le Saint-Domingue, par exemple. Et les Britanniques se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus faire la concurrence aux Français.
Alors, comment faire? Eh bien, entre-temps, la Grande-Bretagne s'est emparée de l'Inde. Des milliards de gens qui voudront travailler pour nous, pour des sous. On n'a pas vraiment besoin d'esclaves. Mais en déclarant le commerce des esclaves hors la loi, et la Royal Navy va intercepter tous les navires qui transportent l'esclave. On élimine le problème. On tue donc en fait le commerce français des esclaves. Mais ils n'ont pas aboli l'esclavage. L'esclavage est resté dans toutes leurs colonies. Ils n'avaient rien contre. Alors est-ce que c'est une victoire pour la démocratie? Non, c'est une victoire pour le commerce, pour le business. Alors ne dites pas que c'est d'un grand mérite. Mais le premier pays qui a aboli l'esclavage, c'était la France révolutionnaire. Sous qui? Robespierre. Ce monstre-là. Excusez-moi, c'est lui ce qu'il a fait. Ah oui, mais aujourd'hui, Robespierre, comme Staline. Mais pas de statue ici à Paris, hein, de Robespierre, pas de rue, rien. Totalitaire. Oui, totalitaire. Mais par après, on s'est débarrassé de Robespierre et on a réintroduit l'esclavage en France. Ah, qui a fait ça? Napoléon. Et des statues partout, des boulevards, Napoléon en grand. Excusez-moi, je ne comprends pas. Si nous croyons vraiment à la démocratie, pourquoi glorifier un Bonaparte et démoniser un Robespierre? D'ailleurs, un autre grand pas vers la démocratie, c'est le suffrage universel. Qui en a parlé pour la première fois? Robespierre. Qui a plus d'élections du tout? Bonaparte. Alors, il y a quelque chose qui ne cloche pas ici. Hein? Pourquoi faire semblant que nous sommes tous des démocrates quand nous en fait, nous ne parlons même pas. Nous, on ne parle jamais. Moi, j'ai étudié l'histoire en tant qu'enfant, déjà on parle de toutes sortes de batailles, et de rois, et de généraux, et des héros, mais on ne parle jamais de ce fait très important, l'abolition de l'esclavage. On dit, ouais, le brave Lincoln, bien sûr, lui a aboli aux États-Unis, mais expliquer encore une fois, ils n'ont jamais expliqué pourquoi on a dû attendre si tard. Et le fait qu'il a fait seulement afin de gagner la guerre, parce que lui, en fait, ne voulait pas abolir l'esclavage. Il a fait pour vaincre les États du Sud. Alors voilà, je vous dis maintenant que je essaye de vous expliquer comment donc les grands pas vers la démocratie se sont réalisés au moment de révolution. Napoléon a aboli le suffrage universel dont Robespierre avait parlé et guère eu le temps de le faire. Il a réintroduit l'esclavage. Mais par après, en France, le suffrage universel a été réintroduit et l'esclavage a été aboli finalement quand? La révolution de 48. Ah oui, la révolution de 48. Voilà. Alors, les grands pas vers la révolution, vers la démocratie, chaque fois la révolution. Révolution a fait avancer la démocratie. Et les guerres napoléoniennes ont arrêté la Révolution française. Et les interventions armées russes en Pologne et en Hongrie en 1948 ont fait arrêter le mouvement révolutionnaire avec ses idées démocratiques. Et alors, vous comprenez maintenant le lien entre les deux-là. Alors bon, c'est maintenant le début du 19e siècle, du 20e siècle, fin du 19e siècle. Et la démocratisation continue. Il y a maintenant des gens qui parlent ouvertement, encore une fois, d'une révolution, une grande révolution, afin de vraiment introduire la démocratie, pas seulement politique, sociale, le tout. On les appelle socialistes. Ils sont inspirés par Marx. Et il faut la révolution. C'est ce que dit Marx. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a des marxistes ici. Bah, je n'ose pas poser la question, mais je veux dire, Marx il dit que la seule façon de transformer la société et d'établir la démocratie, c'est la révolution, monsieur. Et tous les partis socialistes, qui sont devenus très grands et très populaires en ce moment-là, en Belgique, en France, en Allemagne, le plus grand parti socialiste en Europe et au monde, c'était le parti social-démocrate en Allemagne. Toujours là. Mais il n'est plus socialiste aujourd'hui. Mais je veux dire, il était là. Et ils parlaient de révolution. Ils avaient dans leur programme la révolution, monsieur. De se débarrasser de l'empereur et de Bismarck et de tous ces gens-là, mais aussi renverser le capitalisme.
Alors on comprend que cette symbiose, comme on dit, de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie, représentant donc la richesse traditionnelle, agricole et grand terrien d'un côté, et la richesse industrielle et financière de l'autre côté, ont une grande peur, parce que ce seraient eux les victimes de la prochaine grande révolution que les socialistes sont en train de préparer. Alors comment faire pour empêcher ça? Comment est-ce qu'on a empêché que la grande révolution française ait produit les résultats que les révolutionnaires en attendaient? Par la guerre. Ah oui, monsieur, la guerre. La guerre, c'est l'antithèse. La révolution produit des avantages, des avances démocratiques. Pas la démocratie. Non, 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 c'est pas utopique. C'est pas comme si la révolution, tout d'un coup, maintenant, nous sommes dans le nirvana. Non, non, non. Mais des avances, des avances. Mais la guerre arrête la démocratie. Et elle permet de reculer un peu la démocratie. C'est ça l'idée clé. C'est pour ça que les élites aristocratiques, bourgeoises, voulaient la guerre. Parce qu'ils avaient peur qu'il y avait en Europe, à la veille de la Première Guerre mondiale, une sorte de course entre révolution et guerre. Lequel va gagner? Si la révolution gagne, c'est la fin de notre monde. C'est la fin de la civilisation. C'est la fin de la monarchie, de l'aristocratie, de la bourgeoisie. Oh, c'est impensable. Il faut absolument empêcher ça. Si la guerre gagne, c'est la fin de la révolution. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Lequel de deux vous voulez, monsieur? Ah, voilà. Au sein des élites européennes, en Allemagne, à Vienne, à Saint-Pétersbourg, à Paris aussi. Parce que, bien sûr, les régimes étaient un peu différents. En France, c'était un régime surtout bourgeois, mais tout de même avec une grande influence dans l'ancienne aristocratie, surtout dans l'armée, n'est-ce pas? Les généraux étaient souvent encore très conservateurs, cléricaux, etc., n'est-ce pas? Ah voilà, certainement. Hein? Et dans d'autres pays, alors la France est un système surtout bourgeois, grand bourgeois, et avec l'appui, soutenu par l'aristocratie. En Grande-Bretagne, c'est un système plutôt aristocratique avec un grand input de la bourgeoisie. En Allemagne, c'était surtout l'aristocratie, mais aussi avec un grand rôle pour la bourgeoisie, les groupes et les banques, etc. Et en Russie, c'était un système presque 100% aristocratique, hein, de l'ancien régime, n'est-ce pas? Alors tous ces gens-là, tous peur de la révolution. Ils ont un seul ennemi en commun, la révolution. Ils ont compris que pour empêcher la révolution, pour empêcher cette grande catastrophe, il faut une grande solution. Il faut une guerre. Il faut une grande guerre. Et moi, je n'étais pas là pour leur expliquer tout ça. Mais on a étudié un peu l'histoire. Et où ils ont trouvé des bouquins où c'était, voilà, c'était clair. C'est là, ouais, c'est un grand philosophe qui nous dit que la guerre, formidable. Qui nous dit que déjà, chez les Romains et les Grecs, c'est une élite qui doit avoir le pouvoir en main. Et les métèques et les esclaves, bon, commencez pas à leur donner un mot à dire, commencez pas avec ça, c'est la fin du monde. Quel est ce grand philosophe? Nietzsche. Montre-moi le livre, Dominique, le livre de Le Sourneau. Nietzsche, c'est le grand prophète. C'était le grand antidémocrate et le grand prophète de l'idée que c'est par le biais d'une guerre qu'on peut annuler, en fait, arrêter le processus de... Un petit livre que je vous conseille aussi. Après avoir lu le mien, et seulement après, je vous conseille de lire. Il trépignait pour aller au front, pour aller casser les communards, Nietzsche. Ouais, voilà, casser les saloperies de socialistes français. Mieux c'est hybride d'ailleurs. Tiens, pose là. Ouais. Alors, il y avait beaucoup d'intellectuels vers la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle qui disaient la guerre est inévitable, la guerre est nécessaire et pour empêcher la révolution, bien sûr. D'ailleurs, pourquoi avons-nous des problèmes sociaux? Bah, il y avait différentes explications pour cela. Il y avait par exemple Marx qui disait c'est le problème, le système c'est le problème. Alors il faut renverser le système, il faut renverser le capitalisme et l'ancien régime, bien sûr, etc.
Mais si moi j'appartiens à l'élite, bah, d'abord je ne veux pas lire Marx, mais même si je lis, c'est pas comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de pauvres? Encore à la veille de la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas la prospérité qui est arrivée plus tard. Et là encore une fois, à cause de la Révolution, et à cause de la peur de la Révolution. Après la Première Guerre mondiale et la Grande Révolution, on a commencé à avoir peur de la Révolution, encore une fois, et introduit des réformes. Et après la Deuxième Guerre mondiale, après la victoire de l'Union soviétique et des résistants dans chaque pays, qui avait un programme de changement, alors là, on a commencé, par peur d'une grande révolution, à créer l'État social, l'État bien-être. Maintenant, on n'a plus peur. Maintenant, terminé. Alors maintenant, terminé sous avantage. On ne se permet plus l'austérité maintenant. Vous comprenez? Alors, c'était vraiment les révolutions ou la peur de la révolution qui ont permis l'éblouissement, l'avènement de la démocratie. Et c'est quelque chose qu'on ne trouverait jamais cela dans nos médias ou même dans la plupart de nos livres. Mais alors, pour en revenir à la Première Guerre mondiale, donc quelle était l'explication que se donnaient les gens, les intellectuels de l'élite? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de pauvres? Pourquoi? Oui, parce que nous sommes riches. Il y a l'industrie qui tourne bien, hein, et on est en train de conquérir le monde. Je ne parlais même pas de l'impérialisme, parce que ça aussi, je me parle dans mon livre, mais je n'ai pas toute la soirée, je devrais terminer bientôt, sans doute, pour qu'on puisse boire un verre de vin. Il y a un débat. Ouais. Et on boit un verre. Un autre exemple, un autre avantage d'une guerre. C'est donc l'explication que se donnaient ces gens-là, c'était que la pauvreté, c'est la faute des pauvres. Ah oui. Ah oui. La pauvreté... C'est ce qu'on entend toujours. Oui, oui. C'est le fait qu'il y a trop de pauvres. Encore maintenant. Il y a trop de pauvres. En fait, il y a trop de peuple. Il y a trop de peuple. Il y a trop de gens au monde. Et on peut pas... Il n'y a pas assez de ressources. Il n'y a pas assez de bouffe, pas assez de vin. Heureusement, en France, il y a toujours assez de vin. Pour tout le monde. Alors, c'est nécessaire, inévitable. Surtout que les pauvres se reproduisent. Incroyable. Beaucoup trop. Alors, les pauvres, ils en sont déjà trop, ils se reproduisent. Comment arrêter ça? La guerre. La guerre. La guerre, c'est comme la chasse. En automne, il y a trop de cerfs, trop de sangliers. On diminue la quantité pour améliorer la qualité. Alors, mais on a des problèmes avec ce socialiste et tout ça, parce qu'il y en a de trop. Mais si on élimine la moitié, ce sera une meilleure qualité. Ils arrêteront de parler de ces bêtises de la révolution. Ça, ils deviendront malins. Alors, il faut pas nécessairement les tuer, bon, ça aussi, mais en fait, s'ils meurent, voilà. C'est le darwinisme, n'est-ce pas? Le darwinisme dont je parle. Et aussi, oui, c'est pas le darwinisme, c'est le darwinisme de Spencer, ça. Oui, mais c'est le social-darwinisme du... Oui, c'est pas du tout Darwin. Non, non, je veux dire le social-darwinisme. C'est vrai que, je ne veux pas le dire Darwin lui-même. Non, mais c'est l'idée, après Darwin... C'est le contraire des idées Darwin. C'est ça, oui. Mais bon, nous en anglais, on dit le social-darwinisme. Oui, le darwinisme social en français. C'est ça, oui, c'est ça. Mais il y avait d'autres façons de le faire aussi. En Angleterre, par exemple, il faut, en fait, une façon de résoudre le problème, c'est faire disparaître les pauvres. Et surtout les éléments dangereux. Parce que les classes inférieures, c'est les classes dangereuses, on disait. On faisait déjà au temps de la Révolution française. Parce que les sans-culottes qui ont fait la Révolution, en fin de compte, Bonaparte les a redonné un uniforme, ils sont partis pour Moscou. Ils ne sont jamais revenus. Et Paris, qui était le centre de la Révolution, est devenu une ville bourgeoise, satisfaite et plus révolutionnaire de tout. Aujourd'hui, il faut aller dans les banlieues. N'est-ce pas? Dans un sens. La révolution parisienne, la révolution française, c'était une révolution parisienne. Mais en fait, on a fait disparaître les révolutionnaires. Ils sont devenus des soldats. Ils sont, au lieu de se battre pour les changements sociaux au sein de leur pays, ils sont allés se battre pour la gloire de la France à l'étranger. Ils ne sont pas revenus. Ben, tant mieux, ils ne sont pas revenus. Tant mieux, parce qu'il y en avait de trop. Et au temps du XIXe siècle, le colonialisme est aussi une façon de se débarrasser de ce surplus, de ce trop-plein de gens. C'est-à-dire l'impérialisme social.
dont parlait Lénine dans un de ses livres. En tout cas, on peut se débarrasser comme ça de ces gens-là. En Flandre, où il y avait trop de... À ce moment-là, c'était la révolution agricole, il y avait trop de jeunes hommes pour lesquels il n'y avait plus de travail sur les champs, dans les villages, parce qu'on commençait déjà à mécaniser la production. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces gens? On les a envoyés au Congo pour jouer comme missionnaires. Ils sont partis. Alors dans chaque village, il y avait 20 missionnaires qui sont partis pour le Congo, baptisés les petits noirs. Alors, encore une fois, mais la meilleure façon de se débarrasser de ce surplus démographique qui cause des problèmes, c'est la guerre. Et ça vous explique ce qu'on vous dit toujours quand on parle de la Première Guerre mondiale. Comment est-ce que c'était possible que des généraux comme Foch, comme Haig, ont lancé des attaques où ils savaient qu'à la fin du jour, il y aurait 10 000 morts de leurs hommes? Eh bien, c'était aucun problème. Parce qu'en fait, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et quand il n'y en a plus de chez nous, fait venir les Chinois, les Indiens, et les Sénégalais, et les tirailleurs marocains, etc. Il y en a trop. Alors comme ça, on peut comprendre. En fait, le général Haig était mécontent quand on lui disait qu'à la fin de journée, nous n'avons perdu que 10 000 hommes, par exemple. Et pourtant, il va penser peut-être 15 000, 20 000, mais seulement 10 000, ce n'est pas un bon résultat. De ses propres hommes. Alors, je vous dis tout cela pour vous dire que la Première Guerre mondiale avait une dimension sociale. C'était dans un sens une guerre de classe, au sein de chaque pays. Et c'est quelque chose dont on ne vous parle pas dans la plupart des livres. En fait, il y a quelques livres, je ne dis pas que je suis le seul à en parler comme ça, mais je pense que dans mon livre, j'essaye d'expliquer systématiquement comment tout ça s'est passé et quels étaient les liens avec la histoire antérieure, commençant avec la Révolution française, et comment cela a continué par après. Parce que la Grande Guerre, qui devait arrêter la démocratisation et chasser une fois pour toutes le spectre de la Révolution, ironie de l'histoire, a produit l'inverse. Cette Grande Guerre, en fait, produit la Révolution, la Grande Révolution en Russie, qui a eu succès. Mais non seulement là, on ne vous dira jamais qu'il y a eu des révolutions autre part aussi, ou des situations révolutionnaires, en Angleterre par exemple, en Belgique, en Allemagne, où on a dû envoyer l'armée, où les social-démocrates, grand nombre, ont dû envoyer l'armée pour se débarrasser des spartakistes. Et là, dans ce pays-là, afin d'éviter la révolution, on a fait des concessions démocratisantes. La journée de 8 heures, oui. Le suffrage presque universel, oui. Tout ça, en vitesse. Contre leur gré, bien sûr. Mais ils ont dû le faire. Ils ont dû le faire en vitesse. Pour sauver la situation. Le résultat était encore plus démocratique qu'avant la guerre. Merde. Ah oui, on me dit toujours en français, vous comprenez? Shit en anglais. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, les élites européennes se sont dit, ah eh bien, c'est comme ça, tant pis, pas de chance. Non, ils ont dit, tout de suite, on a eu, la révolution a gagné en Russie, il faudra intervenir en Russie. Comme on l'a fait du temps de la Révolution française. Il faut faire la guerre contre la Russie. Les interventions des Français, des Britanniques, des Japonais, des Américains, déjà au moment de la Révolution française. Et par après, l'idée d'une guerre contre l'Union soviétique. De préférence, pas nous, mais quelqu'un d'autre, Hitler. C'est lui qui le fera. En fait, la solution des nouveaux problèmes, ou pour les problèmes représentés par la nouvelle situation du point de vue de l'élite après la Première Guerre, la solution, c'était le fascisme. Parce que le fascisme, ça veut dire la fin de la démocratie. Ce surplus de démocratie qu'on a dû introduire contre notre gré après la guerre, mais qu'il faut arrêter, en fait, il faut faire reculer aussitôt que possible. Le fascisme le fera. Mussolini le fera en Italie. Hitler le fera en Allemagne. Franco le fera en Espagne. Et on devait le faire en France, mais ça n'a pas marché. On l'a fait par le biais d'une défaite en 1940, comme l'a expliqué très bien Lila Couary. Et le fascisme allemand
la grande puissance militaire, eux, ils pourront faire la guerre contre le berceau de la révolution, la Russie, l'Union soviétique. Et c'est ce qu'il a fait. Et Hitler a fait la bêtise de faire la guerre contre nous aussi. Ça, il ne devait pas y faire. Mais le fait qu'il a fait faire la guerre contre l'Union soviétique, on l'a soutenu par de tous côtés, les élites européennes. La politique de l'apaisement, comment dire en anglais, l'apaisement n'était pas là par peur, Hitler. Non, c'était pour l'encourager de marcher vers l'Est. Main libre à l'Est, en France, c'est main libre à l'Est. Main libre à l'Est, c'est ça, oui. Et comme ça, il sera occupé là-bas, et il fera pour nous, il fera le plaisir de nous débarrasser de l'Union soviétique, du berceau de la Révolution. Mais là, encore une fois, ça va marcher comme ça. Et pour ça aussi, encore une fois, on a souhaité une guerre. On a eu la guerre, mais pas dans les circonstances qu'on s'était attendu. Mais il y a eu la guerre contre l'Union soviétique. Et là, encore une fois, ironie de l'histoire, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est le pays révolutionnaire, pour ainsi dire, l'Union soviétique qui a gagné contre l'Allemagne. Et cela a causé de nouveaux problèmes. Et encore une fois, juste pour en terminer, encore une fois, on a dû faire des concessions démocratiques dans la plupart des pays, après la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, on a même dû donner le droit de vote aux femmes, imaginez-vous. Imaginez-vous. Alors, comment arrêter ça? Comment se faire? La guerre froide. Encore une fois, une guerre. La guerre froide. La guerre froide aussi était une guerre antidémocratique. On a dû faire des concessions, mais en fait, une fois la guerre froide gagnée, c'était la fin de l'État-providence. Bon, je laisse... C'est déjà trop loin de la Première Guerre mondiale. Et j'ai urgemment besoin d'un verre de vin, parce que les guerres me causent un peu soif. Je t'amène le verre de vin. Bravo. Est-ce que tu es encore en état comme de répondre à 2-3 questions? Il y en a peut-être? Oh oui. Avec un verre de vin à la main. Je vais t'amener le verre de vin. Je voulais juste que tu rappelles pendant que je vais le chercher. Parce que, puisque la question a été soulevée, j'en ai pour 30 secondes, madame, je vous passe tout de suite la parole. Que tu rappelles qui a accordé le droit de vote aux femmes en premier? Quel pays? Bah, c'est Lénine. Ah, voilà. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Si vous aviez eu à choisir entre la position de Piotr Kropotkin, qui a été plutôt pour que les anarchistes fassent la guerre de 14, Ouais. et au contraire, des gens comme Victor Serge, notre compatriote Victor Serge, qui était à ce moment-là en prison à la Santé à Paris, qui était contre l'adhésion volontaire des soldats étrangers en France. Je parle des étrangers, c'est de tous les... Il y avait énormément d'étrangers à Paris à ce moment-là. Donc Kropotkin disait, l'argument de Kropotkin, c'était la France est le pays le plus démocratique, Oui. et l'Allemagne est le pays le plus impérialiste. Oui. Et évidemment, il a été très critiqué par ses camarades, Oui. en particulier par Bakounine, qui n'était pas du tout d'accord. Ça a été Qu'est-ce que vous en pensez? Bakounine était mort depuis longtemps, mais... C'était difficile, le choix. Non, c'était, à ce moment-là, en 14, c'était l'heure de la vérité pour les partis socialistes, anarchistes. Il y en avait toutes sortes. Et ça, c'est certain. C'est pas comme si, même par après, les communistes en Union soviétique, ce n'est pas un bloc monolithique. On sait maintenant très bien le livre que je viens de... Oui, c'est ça, donc on parle beaucoup. Donc les problèmes qu'il y avait. Et c'est la même chose dans le mouvement socialiste. Avant la Première Guerre mondiale, paraissait aux yeux de la bourgeoisie, des gouvernements, des élites, comme un grand bloc donc, de gens avec des idées donc, révolutionnaires qu'il faut éviter. Au sein de ces mouvements, donc, il y avait plusieurs groupes, et pour eux, le problème se posait en 1914, est-ce qu'il faut maintenant profiter de ce moment critique pour essayer de faire la révolution, ce qui était le point de vue de Lénine, ou est-ce qu'il faut, par contre, dire non parce que nous ne sommes pas prêts, c'est pas le bon moment, et tout de même le pays est en danger, et de notre côté, on est plus démocratique que de l'autre côté. C'est le point de vue typique des social-démocrates en Allemagne, qui se disaient, notre pays, en fait je veux parler de ça un instant,
est un pays où il faut faire la révolution, il faudra faire la révolution. Mais si nous, on ne soutient pas maintenant l'effort de guerre de notre pays, ça veut dire la victoire de la Russie qui est qui est en fait beaucoup moins démocratique, qui veut dire un retour vers le Moyen-Âge. C'est la victoire du tsarisme. Donc il faut défendre la patrie et faire attendre pour faire la révolution par après. Ça, c'était l'argument. Et bien sûr, il y a plusieurs positions entre les deux. C'est vrai que, par exemple, du point de vue des social-démocrates allemands, on comprend ce qu'ils disaient. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, que du côté des démocraties, il y avait très peu de démocratie. Il y avait un petit peu de démocratie en France, un petit peu en Belgique, un petit peu en Angleterre, mais pas beaucoup du tout, et pas de démocratie du tout en Russie. Et du côté de l'autre côté, il y avait sans doute des pays qui n'étaient pas démocratiques du tout, comme la Russie. Mais est-ce qu'on peut dire que l'Allemagne, en 1914, était absolument pas démocratique du tout? En fait, non, pas du tout. Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement politique, c'est aussi social. Et c'est un fait que du point de vue social, l'Allemagne était beaucoup plus démocratique que n'importe quel autre pays en Europe. Parce que Bismarck avait déjà introduit des réformes, toutes sortes de bonnes réformes qui avançaient la démocratie sociale, avec assurance vie, des choses comme ça, l'assurance pour les pensions, des choses comme ça, contre le chômage, etc., qui n'existait nulle part, mais en Allemagne, si. Alors c'est pour ça qu'on comprend que le mouvement, le parti qui représentait les ouvriers allemands, avait peur de perdre ces avantages qu'ils avaient obtenus au sein de cet empire allemand. Parce qu'ils pensaient, ils croyaient, ils étaient convaincus que si notre pays perd la guerre contre la Russie, ça sera terminé avec ça. Et alors là, pour essayer de répondre à votre question, je ne connais pas exactement le point de vue de Kropotkin et de tous ces gens-là, parce qu'il y avait tant de groupuscules en Russie, en Allemagne, même en France. Ici, il y avait des socialistes qui ont changé d'avis, d'autres non. On a changé d'avis au cours de la guerre. Ça, c'est certain aussi, j'en parle beaucoup dans mon livre. Comment la guerre a créé des révolutionnaires. Parce que beaucoup de gens qui n'étaient pas révolutionnaires en 14 l'étaient bel et bien en 1917 et 1918, parce que la guerre a créé les conditions dont Marx a parlé, qui devaient être la précondition pour une révolution. C'est-à-dire, comment on dit en français, the pauperization, la paupérisation. La paupérisation. Marx avait prédit qu'il devrait y avoir une révolution, parce que la paupérisation causée par le capitalisme poussera le prolétaire avec le dos contre le mur. Ils n'auront pas de choix. Mais, vers la fin des années du XIXe siècle, dans des pays comme l'Allemagne, où Bismarck, très malin, a introduit des bénéfices sociaux pour les ouvriers, on a dit, Marx s'est trompé. Il n'y a pas de paupérisation. Nous avons une belle vie maintenant, assez belle vie. Nous avons même des choses que l'on n'avait jamais rêvé auparavant. Pourquoi risquer tout cela? Alors ils ont abandonné leur programme révolutionnaire parce qu'ils se sont contentés avec les réformes au sein donc, du système même, n'est-ce pas? Alors, c'est à cause de ça qu'ils avaient peur de perdre ça, et c'est à cause de ça qu'ils sont allés partis faire la guerre pour leur pays. Mais ce que j'allais dire, c'est donc cette paupérisation, cette idée que dans le capitalisme, donc, il n'y a pas de paupérisation. Même au sein du capitalisme, c'est possible que donc il y aura une évolution, pas une révolution, vers une meilleure vie, même pour les prolétaires. Ça, c'est donc l'essence. On a dit donc, Marx s'est trompé. Mais pendant la guerre a créé, en Allemagne et autre part, précisément la paupérisation du peuple et des soldats. L'immésération, on dit en anglais, immésération, du peuple, des soldats. La guerre a rendu leur vie si misérable qu'ils ont voulu faire la révolution. Et c'est ça donc qui a changé, la guerre a tout changé. Est-ce qu'on peut dire aussi que être pour la guerre, ça a mené directement en prison, les 5 bolcheviks qui ont... Oui, bien sûr, contre la guerre, on avait peur, bien sûr, on avait peur. J'ai été sur le carnet B en France, c'est-à-dire que s'ils se déclaraient pour la guerre, ils préfèrent être ministres qu'à la prison. Oui, bien sûr. C'était le choix. Ils avaient des avantages.
Voilà. Oui, il y a je ne sais pas si vous connaissez la théorie de Robert Michels. Roberto Michel, ah oui, oui. Michel, sur les oligarchies qui se sont formées au sein des partis social-démocrates. Notamment, Ou bien il y a eu un embourgeoisement de l'élite des partis. Et eux, ils avaient quelque chose à perdre aussi, comme les ouvriers en général. Ils croyaient avoir quelque chose à perdre. Et voilà, Alors la guerre a causé la paupérisation qui devait mener à la révolution. Alors, il y avait une autre question. Le jeune homme. Ouais. Merci pour votre exposé. Qu'en est-il de la menace que pouvait faire planer la population en armes au système en place? Dans le sens où, bon, je pense que ce qui a fait reculer l'avènement de la Première Guerre mondiale, c'est peut-être aussi cette inquiétude que si on arme le prolétariat, peut-être que ces balles se retourneront contre les généraux et immédiatement après la mobilisation. Parce que le problème, c'est que sinon on n'explique pas tout, dans le sens où il y a de multiples occasions dans la guerre, Fashoda, quoi. Et une multiple tension entre les Français et les Anglais à Fashoda, au Maroc ensuite avec les Allemands. Et est-ce que cette menace que pouvait faire planer le peuple en armes n'a pas reculé quand même la guerre? Est-ce qu'elle n'entrait pas en compte dans le calcul des généraux? Je ne sais pas si je comprends très bien votre question, elle est assez complexe. Et je vais faire les questions très simples où je peux répondre avec oui ou non, ou noir ou blanc. Non, mais je pense que je me fais penser à quelque chose. L'idée qu'il y avait eu des crises qui auraient permis de déclencher une guerre, c'est certainement vrai. Et il y avait eu d'autres occasions. Mais il ne faut même pas aller à Fashoda. Ça aurait été une guerre entre la France et la Grande-Bretagne d'ailleurs. Ce qui pose le problème, pourquoi quelques années plus tard, c'était la France avec la Grande-Bretagne contre l'Allemagne. Ça, j'en parle aussi dans mon livre. Mais il y avait quelques années avant la guerre, la crise d'Agadir, par exemple. Et on a hésité. À Berlin, par exemple, je connais moins bien la situation à Paris, mais à Berlin, il y avait les gens qui disaient, c'est le moment, il faut le faire. Comme on l'a fait par après avec l'assassinat à Sarajevo. Ce n'est pas vraiment une cause de guerre, un casus belli. C'était une occasion qu'il faut en profiter parce que peut-être, après sera l'occasion, parce que il y a cette course, n'est-ce pas, entre guerre et révolution. Si nous attendons trop longtemps, ça peut être trop tard. Alors, cette occasion n'est pas une bonne, mais c'est bon, ça suffit pour déclencher la guerre. Le cas d'Agadir, on était si près de la guerre, et en Allemagne, il y avait beaucoup de généraux qui disaient il faut en profiter. Ça, c'est le moment. Mais Guillaume est encore... toujours ce facteur humain. On dit, bon, on veut la guerre, oui, mais est-ce que c'est le bon moment, ou est-ce qu'il faut encore attendre un peu? C'est comme s'il faut absolument aller au dentiste. Mais peut-être que j'attendrai jusque demain. Ce sera le soulagement, bien sûr, et j'en ai besoin, mais peut-être, si j'attends jusque demain, peut-être, ça ferait moins mal, je ne sais pas. Et c'est comme ça, on a toujours hésité. Mais d'autre part, il y avait une grande pression pour agir vite avant que ce soit trop tard. Avant que la révolution gagne la course. Et un des facteurs, il y a beaucoup de facteurs. Pourquoi? À Berlin, à Paris, à Londres, à Saint-Pétersbourg, à Vienne, on croyait que le temps est contre nous. On ne se permet pas d'attendre plus longtemps. Il faut en profiter. On a raté l'occasion de Fashoda, on a raté l'occasion d'Agadir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là, à Sarajevo? C'est pas important, on y va. Parce qu'on ne se permet pas d'attendre. Un des facteurs était ceci. Se préparant pour une guerre, chaque pays, dont la France, avait formé des armées gigantesques. Avec service militaire de 3 ans, n'est-ce pas? Ça a coûté beaucoup d'argent, bien sûr. Alors, on a tout ça, et est-ce qu'on... c'est pas pour toujours, hein, il faut en profiter, il faut utiliser l'instrument. En France, l'introduction du service militaire de 3 ans, en 1912, je crois, 13 ans, excusez-moi, n'a pas été suivie tout de suite par les Allemands. Alors, en 1913-14, la France a une armée plus grande que l'allemande. Mais en Allemagne, on parlait d'introduire le service de 3 ans. Alors les Français ont dit, faut la guerre maintenant, parce que si on attend, les Allemands ont encore une fois une armée plus grande que nous. D'ailleurs, cette alliance que nous avons avec les Russes, qui est la précondition pour la victoire, qui forcera les Allemands de se battre sur 2 fronts, est-ce que ça durera? Ils ont eu une révolution, même moins que 10 ans. Et qu'est-ce qui se passe si le prochain tsar n'est pas francophile?
Et s'il y a une révolution, et tout se renverse comme c'était le cas en 1917. On perdra notre grand allié, et là on pourra oublier l'idée d'une guerre victorieuse contre l'Allemagne. Et en Allemagne, on se disait, en Allemagne, Engels avait prédit avait cru au moins, que dans l'armée, la grande armée allemande, qui devait de plus en plus grande, les officiers sont bien sûr des aristocrates, surtout les généraux, les officiers. Et en Angleterre aussi, parce que pour être un officier, il faut être un gentleman, n'est-ce pas? Quand on est gentleman, on est automatiquement officier. Et quand on n'est pas gentleman, pas moyen de devenir officier. Et comme ça, on garde le contrôle de l'armée. Mais si l'armée continue à devenir plus grand, gonflée, on n'aura pas assez d'aristocrates et de grands bourgeois pour devenir officier. Il faudra recruter à la base. Et quand nous donnons, en fait, comme tu dis, quand nous faisons des soldats de tous nos ouvriers social-démocrates qui parlent de révolution, est-ce que nous ne sommes pas en train de former une armée révolutionnaire qui puisse se tourner contre nous? Ouh là 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 là, alors il faut agir avant que ça se passe. Il faut agir en 14, parce que la situation est toujours assez bonne pour garder le contrôle. Mais ils avaient peur, ils avaient peur. D'autant que la situation que le jeune homme évoque, qui naît avec la Révolution française, entre parenthèses, le peuple en âme, avant c'était des armées de métier, hein, mercenaires. Oui, oui. Mais cette situation, effectivement, c'est le résultat de la Révolution russe. C'est le premier moment où ce risque émerge. Jusque-là, personne n'en avait conscience parmi les classes dirigeantes. Est-ce qu'on peut citer un détail de ton livre, parce que tu parles de ces généraux Le problème ne s'était pas posé. Britanniques, plein de morgues, et ce que j'ai appris dans ton livre, c'est incroyable, le terme Tommy, qui désigne le soldat anglais, c'est un terme qu'on utilisait pour désigner les domestiques. Les domestiques, oui. Comme on disait Betty pour les femmes, donc on dit le Tommy avec le côté sympathique, des vagues chansons. Et c'est pour ça que les soldats anglais n'aimaient pas être appelés Tommy. Parce que Tommy, c'est un domestique. C'est incroyable. Là, vraiment, la guerre de classe, on la voit vraiment là dans le. Et c'est pour ça que je voulais vous dire, c'est un livre où vous en serez rendu compte, c'est un livre kaléidoscopique. C'est-à-dire que là, il vous a fait le résumé sur 2 siècles, le point de vue de l'hélicoptère. Mais des fois, on redescend, on remonte, on redescend. La bibliographie est incroyable. On peut rentrer, si vous avez envie, là vous avez toute la guerre de 14 résumée, si vous avez envie de creuser sur un autre sujet, vous pouvez le faire c'est pas pour faire de la publicité comparative, je ne veux pas comparer les historiens, d'autant plus que c'est aussi un historien de métier très intéressant, Yann Kershaw. Mais maintenant, les éditeurs, c'est plutôt une remarque que je fais à l'éditeur, les éditeurs interdisent aux auteurs de faire des notes de bas de page. On parle quand même d'un historien qui est quand même connu. Il s'excuse en disant « j'ai pas pu, mon éditeur voulait pas de note de bas de page ». Là, c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous voulez, c'est la vulgarisation, mais c'est pas la vulgarisation vulgaire, c'est une synthèse intelligente. Le point de vue est essentiel, c'est totalement saisi, et c'est surtout, ça s'est mis à la hauteur de toute la bibliographie qu'il y a. Et justement, c'est pour ça qu'il a fait cette. Il s'est dit qu'est-ce que j'apporte de plus par rapport aux autres, parce que simplement il les a lus et il peut savoir en quoi il les dépasse, et en même temps inciter les personnes à découvrir d'autres thématiques. Voilà, je fais mon devoir d'éditeur, et on va repasser il y avait une autre parole question. Oui. Il y avait, il y a quelqu'un à qui on a coupé la parole, à qui on a, ou alors ça va être le moment du réconfort. Excuse-moi, je vous ai interrompu, vous voulez parler. Monsieur, c'est vous que vous voulez reposer une question. Moi, je veux bien poser une question, je ne veux pas être filmé, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Si je vous comprends bien, l'immense majorité des historiens professionnels sont conservateurs et ne dénoncent pas ce que vous dénoncez, ou vous donnent une version très différente de la... Attention, quand j'ai conservateur, dans un sens très général, quoi. C'est-à-dire la plupart des historiens confirment un peu ce qu'on sait déjà, ou qu'on nous a dit déjà auparavant, donc c'était une guerre où la France et la Grande-Bretagne représentaient la démocratie, et l'Allemagne non, et la Russie certainement pas.
et où la révolution russe, mais ça c'est autre chose, son lien avec la Première Guerre mondiale, en fait, parlons pas de ça maintenant parce que c'est un thème tout à fait différent, restons avec l'histoire militaire, et tout de suite, par exemple, on parle des traités de Versailles, et on ne parle même pas de ce qui s'est en train de passer avec les interventions en Russie, comme si ça n'avait aucune importance. Ce que j'essaye de faire, et la plupart des historiens conservateurs ou libéraux, n'importe quoi, ne le font pas, c'est de montrer donc les connexions, les liens entre les problèmes sociaux, économiques, et les batailles et les problèmes politiques entre nations. Et voilà, tout ça c'est important parce qu'on ne peut pas séparer. On ne peut pas séparer la dimension économique et sociale de la dimension politique et les événements militaires, etc. Alors, quand je dis la plupart des historiens conservateurs, bon, je vais peut-être lui dire les historiens, en anglais, il y a un beau mot pour ça, mainstream. Alors, les historiens qui sont populaires, par exemple, comme Ian Kershaw, ce sont des auteurs, des historiens qui sont populaires dans ce sens qu'ils seront interviewés à la radio en Angleterre et aux États-Unis. On en parle, ce sont des gens sérieux, tandis que rarement, quoi. J'ai déjà été invité, mais bon, c'est rare. C'est parce que c'est pas considéré, et notre est trop radical, vous voyez, trop radical. Et on dit, ouais, marxiste, par exemple. C'est fini, il faut pas même plus discuter, parce que tout a été dit, c'est marxiste. Ben, c'est marxiste, oui, mais bon, les autres sont anti-marxistes, ou sont conservateurs, ou libéraux. L'histoire vraiment objective n'existe pas. En fait, objectivité, qu'est-ce que ça veut dire? Donnez-moi les faits, par exemple. Je veux pas d'idéologie dedans, je les faits. Mais déjà, mon choix des faits dont je vais vous parler, c'est déjà un choix subjectif. Alors, l'objectivité totale n'existe pas. Chaque auteur, même ceux dont on donne... Oh, ça, c'est vraiment une étude objective. Hein. La mienne ne l'est pas, c'est vrai. Mais ça n'existe pas. L'histoire, c'est les sciences humaines. C'est pas comme si c'est possible de dire voilà les faits, seulement les faits. Parce que si je veux prendre tous les faits, des livres de 100 millions de pages pour les faits, quels faits? Alors là, je commence déjà à choisir, je fais mon choix, et c'est déjà un peu objectif. Ils sont plus conformistes que conservateurs. Conformiste, conventional, on dit en anglais, conventional, conventionnel. Dans le contexte, le livre qu'ils ont imposé il y a 1 ou 2 ans, enfin en 2014, c'était les Somnambules, il en a parlé. Clark, oui. Ils ont vraiment osé ressortir la thèse des vilains Serbes. Alors, en reprenant 10 ans auparavant ce qui s'était passé, le changement de dynastie, et en creusant, c'était une manière subreptice de réexpliquer la guerre de 14 par le meurtre d'un archiduc. On pensait que ce genre de théorie était un peu derrière dépassé. Les Serbes, c'était les Russes, hein, évidemment. C'est toujours les Russes qui sont derrière ce genre de choses. Permettez-moi d'expliquer encore une fois une raison, par exemple, pour laquelle mon genre d'histoire n'est pas tellement aimé par les médias et par les autorités. Je parle, par exemple, aussi de la dimension économique, de l'impérialisme, si vous voulez. Alors, j'ai déjà dit que quand on parle d'impérialisme, bon, c'est d'un léniniste, pas seulement Marx, c'est le léniniste, et stalinien sans doute aussi. Et Trotsky, n'importe quoi. Totalitaire, en fait. Oui, totalitaire. Non, Trotsky, non, pas Trotsky. Non. Mais alors, en Belgique, on croit volontiers. Et en Angleterre, on vous dira, pourquoi l'Angleterre est entrée en guerre en 14? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Qui le sait? Ah, parce qu'on parle de Fashoda. Même 15 ans plus tôt, la Grande-Bretagne et la France n'étaient pas des alliés du tout. Et la Grande-Bretagne était un grand ami de l'Allemagne. En fait, la reine est allemande. La dynastie est allemande. Et les Mountbatten, c'est les Battenberg. Ce sont des Allemands, tous Allemands. Alors, ils étaient, depuis Waterloo, c'était Blücher et Wellington ensemble qui ont vaincu votre petit Napoléon. Hein? Mais tout d'un coup, c'est la grande amitié entre les deux. Ah, pourquoi? Pas un amour que tout d'un coup ils ont découvert. Non, il y avait du business dans le business. Parce que les Britanniques se sont rendus compte que tout de même l'Allemagne était devenue un concurrent dangereux. Plusieurs domaines. Par exemple, ils sont en train de construire une grande flotte qui fait concurrence à la Royal Navy, qui est la clé de notre position au monde. Le plus grand empire au monde. Sans Royal Navy,
pour protéger les lignes de commerce, etc. C'est impensable. Alors, quelque chose d'intéressant se produit autour de 1900. On n'en parle pas dans d'autres livres, et vous comprendrez pourquoi. Mais moi, j'en parle. Jusque 1900, le carburant pour les bateaux, c'était quoi? On ramait plus, ça c'est le charbon. Alors, les bateaux britanniques, partout au monde, ils se faisaient toujours s'arrêter quelque part où ils gardaient leur charbon. Par exemple, les Falklands, les Malvinas, c'était des îles qui appartiennent à l'Argentine. Ils en avaient besoin parce qu'après avoir traversé l'Atlantique, et maintenant il faut foncer dans le Pacifique, il faut du charbon. Alors les Falklands, c'est pas pour les moutons, hein. Mais bon, peut-être, c'est ça ce qu'on préfère vous dire. Mais bon, en 1900, c'est terminé avec le charbon. Parce qu'on a découvert un nouveau carburant, le pétrole. Le pétrole. Ouh. Et on change tous les bateaux. Parce qu'avec le pétrole, on peut faire le tour du monde sans s'arrêter. On n'a plus besoin de charbon. Formidable. Et on commence à construire de nouveaux bateaux. Les Allemands aussi. Alors on commence du même niveau. C'est déjà un problème. Et le charbon pour l'Angleterre, pas de problème parce qu'il y avait beaucoup de charbon en Angleterre. Il y a en Angleterre, on dit « carry coal to Newcastle ». Il y avait à Newcastle beaucoup de charbon. Mais le pétrole en Angleterre, il n'y en a pas. C'est un problème, n'est-ce pas? Alors, où est-ce que les Anglais ont trouvé leur pétrole avant la Première Guerre mondiale? Personne dans les autres livres ne parle jamais de ça. Comme si ce n'était pas important du tout. Ah oui, mais je pose la question. Et la flotte française, eux aussi, ils ont construit des avions, des bateaux, n'est-ce pas? Mais alors, d'où venait le pétrole à ce moment-là? Vous ne le savez pas, je vais vous dire. Les États-Unis. Le pays qui produisait le plus le pétrole et en exportait et vendait. Rockefeller, Standard Oil, Exxon, Esso. Et est-ce que c'est une bonne affaire? Alors bon, les Britanniques vont acheter le pétrole comme les Français chez Exxon. Est-ce qu'ils sont heureux? Non, ils ne sont pas heureux. Pourquoi pas? Parce que dans le camp des impérialismes, il ne faut pas penser que l'impérialisme britannique et américain sont des amis, les anglo-saxons, non. Ce sont de grands ennemis, depuis toujours. On croit toujours que les Britanniques et les Américains, ils s'adorent, ils s'aiment tellement. Pas vrai du tout. Moi, j'habite le Canada. Ça s'appelait la Nord-Amérique britannique. Contraste avec le Nord-Amérique non et anti-britannique des États-Unis, qui était devenu indépendant grâce à la faute des Français. Lafayette, je vais aller voir ce tombe. C'est à la faute. Sans lui, pas de Trump. Pas de Hillary non plus. En tout cas, et encore vers la fin des années du 19e siècle, il y avait des conflits, par exemple la frontière entre le Canada et l'Amérique. Vous savez où ce que c'est? Ils avaient des conflits parce qu'il y a des endroits, des forêts par exemple, où ils avaient encore des descendants des Français qui vivaient là quelque part, entre le Québec et le Vermont, etc. Mais où est la frontière? Alors, une grande discussion entre l'Angleterre et presque la guerre. Parce que vous ne savez pas que pendant la guerre napoléonienne, il y a eu une guerre entre la Grande-Bretagne et l'Amérique, de 1812 et 1815. Moi, je ne savais pas non plus. Tandis que quand je suis arrivé au Canada, ils disent « Ah, vous êtes de Gand !» Et la paix de Gand a été conclue à Gand. Voilà la paix de Gand. Oui, à Gand, on a conclu la paix. J'avais entendu parler de ça. On était occupés avec la guerre napoléonienne. Mais il y a eu la guerre, et on a conclu la paix à Gand, dans le bon marché à Gand. Je ne savais pas. J'allais voir, et il y a une place, ouais, c'est ici. Alors la guerre, il y avait de grandes tensions, et surtout la concurrence en Amérique du Sud. Maintenant, tout le monde pense que l'Amérique du Sud a toujours été dans la poche des Yankees. Non. Non, jusqu'à la Première Guerre mondiale, les Américains britanniques. J'étais en Bolivie récemment. Les femmes indiennes ont encore des chapeaux melons comme ils ont achetés par des Anglais. Le Chili, c'est presque un pays britannique. L'Argentine, l'influence britannique était gigantesque. Et les Américains sont venus par après, ils faisaient concurrence. Alors les Américains et les Britanniques se détestaient jusqu'en 1914. Quand la guerre a éclaté, est-ce qu'ils n'avaient plus de sympathie pour les Britanniques que pour les Allemands? Pour les Allemands. Pour d'autres raisons. Alors, l'idée que les Britanniques devaient acheter leur pétrole du concurrent américain,
pas à la limite pour le moment, mais tout de même un concurrent. C'est impensable pour une grande puissance de dépendre d'un concurrent pour quelque chose de si important. Alors, il faut aller trouver des sources de pétrole autre part. Allons voir où il y a du pétrole. Ah! Il y a un email, un message en Iran aujourd'hui, la Perse. Bon, alors, là, les Anglais s'arrangent d'avoir le pétrole. Pas facile, parce que les Russes sont là aussi. Il faut partager. C'est comme ça que la Perse a pu rester neutre, parce qu'il y avait les deux puissances. Mais bon, c'est à ce moment-là qu'on a créé la compagnie Anglo-Persian Oil. Aujourd'hui, BP, British Petroleum. Ça vous dit quelque chose? Et Shell, entre autres. Bon. Alors, mais il y a de autres nouvelles. Il y a un pays, une région où il y a beaucoup de pétrole. Ça s'appelle la Mésopotamie. Babylone, dans le temps. Aujourd'hui, l'Irak. Oh, beaucoup de pétrole. Mossoul, oui, Mossoul, pétrole. Ben, il nous faut le pétrole là-bas, certainement. Mais à qui est-ce que cette région-là appartient? Bah, à l'Empire ottoman. Bon, l'Empire ottoman. Ça, c'est les Turcs. Oui. Bon, ça, n'a pas de problème. Parce que chaque fois qu'on a envie de prendre un morceau de l'Empire ottoman, on le met dans la poche. Par exemple, les Français ont même pris la Tunisie. C'était parti de l'Empire ottoman. Et les Ottomans n'ont rien fait. Et nous, on a pris les Britanniques, l'Égypte, oui. Et en 1912, les Italiens ont pris la Libye. Oui. Et Chypre. Oui. Chaque fois qu'on a envie de prendre un morceau, on le prend. Alors, on va prendre la Mésopotamie. Ah, aucun problème. Qu'est-ce qu'il faut en faire, ces pauvres Ottomans, contre l'armée britannique? Attention, pas si facile que ça. Les Ottomans ont un allié depuis quelque temps. Ah, qui ça? L'Allemagne. Kaiser. L'Allemagne? Ah oui? Et qu'est-ce qu'ils foutent ensemble? Eh bien, ils sont en train de construire un chemin de fer. Ah, de Berlin à Bagdad. De Berlin à Bagdad. Mon Dieu, quel projet! Et c'est pour le tourisme? Pour permettre aux archéologues d'aller... Non, c'est ça. Bagdad, Mossoul, le pétrole, je vois déjà le pétrole par le chemin de fer jusqu'à Berlin et à Hambourg et à Kiel pour ravitailler la flotte allemande, notre grande concurrente. Ah, scheisse, merde, shit, on ne peut pas permettre ça. Ça, c'est la fin du monde. C'est la fin de l'Empire. Il faut absolument empêcher ça. Il nous faut. Alors, mais ça veut dire la guerre contre l'Allemagne. Eh bien, oui. Mais la guerre contre l'Allemagne, on a une grande armée. Ah oui, et nous n'avons pas de grande... Oui, on a une grande armée aussi, mais on a besoin de cette grande armée pour garder le contrôle de l'Inde et pour envahir la Mésopotamie. Mais pas pour se battre contre l'Allemagne. Ah, et dans ce cas-là, comment on va se battre contre l'Allemagne? Les Russes. On a besoin de quelques pays qui ont une grande armée et qui détestent l'Allemagne. C'est les Français, Ah oui. et les Russes, et les oui, Russes, voilà. mais on déteste les Français, ça ne veut rien dire. Voilà. Alors on devient l'ami. Voilà. C'est dans ce contexte-là que la France est devenue l'allié des Britanniques. Et pour l'Allemagne, pour les Français, c'était bien aussi, parce qu'avoir un autre allié, ils ne comptaient pas sur les Britanniques. Parce que les Britanniques, c'était clair, allaient envoyer une petite armée symbolique pour assister les Français. Tout le monde s'est convaincu qu'entre les Français et les Russes, ils pouvaient s'occuper de l'armée allemande en Europe et gagner. Et entre-temps, nous, la plupart de l'armée britannique était stationnée en Inde. Et où est-ce qu'ils sont arrivés le premier jour de la guerre? Devant Basra. Et où ils étaient à la fin de la guerre? À Bagdad, et à Damas, et à Jérusalem, dans le Moyen-Orient. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ben, ils sont préparés des sources de pétrole. Ah oui. Mais, alors, pour faire cette alliance avec les Français, ils ont donc dit aux Français, est-ce que devenons amis, devenons alliés. On s'aime, maintenant on s'aime. On ne savait pas, mais maintenant je vous aime. Ah oui, oui. Eh bien, mais les Français, on vous aime aussi. Oui, oui, on vous aime aussi. Parce que, surtout si vous voulez bien nous rendre quelques services quand viendra cette guerre contre les Allemands. Nous, on s'occupera de l'affaire, t'en fais pas. Mais ce serait gentil si votre flotte protégerait nos côtes au nord, là, empêcherait les flottes allemandes d'entrer dans la Manche, etc., tu vois, parce que nous avons la moitié de notre flotte en Méditerranée. Ah oui, c'est promis.
Et même tout, envoyer quelques troupes aussi. Oui, un petit armée, 100 000 hommes, oui, c'est pas beaucoup, mais bon, pourquoi pas. Ça fait une différence en 14, attention. Hein. Alors, bon, ils font ça. Et les Anglais, bon, met un accord, met l'accord entre les généraux et le gouvernement. Mais en Angleterre, le gouvernement doit annoncer au Parlement qu'il y a tout autre arrangement qu'auparavant. On est maintenant les amis et les alliés des Français avec lesquels, en cas de guerre contre l'Allemagne, on ira faire la guerre contre l'Allemagne. Qui est-ce qui va dire ça au Parlement? On n'aura jamais une majorité. Parce qu'ils croient que les Allemands sont nos amis et les Français sont nos ennemis. Comment expliquer que maintenant nous faisons des promesses aux Français que le public ne la valera jamais et la presse, impossible. Alors tu sais, on ne va rien dire. On ne va rien dire. C'est la démocratie, mais on ne va rien dire. Peut-être plus tard, quand les circonstances le permettent. On ne fait rien. Tout d'un coup, la guerre éclate. Il y a Londres, téléphone. C'est Paris. Ah, c'est la guerre. Alors envoyez vos soldats, maintenant c'est la guerre contre l'Allemagne. Réunion du cabinet à Londres. Ou bien on dit aux Français non. On leur a fait des promesses. Ils comptent sur notre flotte. Ils comptent sur notre petite armée. Mais qui va le dire? Comment expliquer aux gens? Un dilemme. Téléphone. C'est Bruxelles. C'est Bruxelles. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est où ça? Ah, Belgique, ouais, c'est où ça? Ouais. Ils disent que les Allemands vont les envahir afin de marcher vers la France. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas permettre ça, et vous avez promis de les aider au cas de violation de leur neutralité, blablabla, blablabla. Mais ben, on va... Oh, attends ça! C'est parfait! C'est l'excuse qu'il nous faut pour déclarer la guerre à l'Allemagne. Et on dira que c'est pour sauver la petite... comment s'appelle la petite... Belgique. Oui, c'est pour les Belges. Le sort de la Belgique ne jouait aucun rôle dans le calculus des Britanniques. Mais ils avaient besoin d'une excuse. Alors ils ont déclaré la guerre en disant que c'était pour protéger la petite Belgique. Et aujourd'hui encore, on répète ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on aime entendre à Bruxelles et à Londres au moment des commémorations, il y a 2 ans, ou n'importe quand? Les mêmes mensonges, les mêmes mythes. Si on me demandait, voulez-vous venir dire quelques paroles, par exemple, au moment de la commémoration, et moi je dirais, la Grande-Bretagne n'a pas fait la guerre contre l'Allemagne à cause de la Belgique, mais pour le pétrole, de la Mésopotamie, de l'Irak, ce qui jette une certaine lumière sur les circonstances d'aujourd'hui, n'est-ce pas? L'histoire d'être toujours importante aujourd'hui, bien qu'on dira, mais l'histoire, c'est pas important, c'est le passé. Alors, vous comprenez bien que ça, ce type-là, c'est horrible, ce livre-là. Il ne faut pas dire ça. Il faut croire que c'est pour sauver la Belgique. Chez nous, la fête de Saint-Nicolas, c'est très important. Quand j'étais enfant, il fallait croire à Saint-Nicolas, parce que si on cessait de croire à Saint-Nicolas, il ne fait plus de cadeaux. Tu vois? Alors, moi, j'ai toujours cru à Saint-Nicolas. Et le moment que j'ai arrêté de croire, il n'y a plus de cadeaux. Alors, maintenant, je préfère croire à Saint-Nicolas. C'est vrai, et c'est comme ça, la plupart des professeurs, ceux qui arrêtent de croire à Saint-Nicolas, ils ne deviendront pas professeurs. Ou ils n'auront pas le succès comme ce livre-là, qui dit que tout ça, c'était une grande erreur, un accident de l'histoire. Oui. Personne ne voulait la guerre, là, mais tout d'un coup, c'était la guerre. La guerre a éclaté. Grosse malheur. Et le pire, c'est que dans son bouquin sur le nazisme, il consacrait tout un chapitre aux thèses marxistes. Il a bien évolué le... Mais Snyder va plus loin, c'est encore pire. Les somnambules, etc. Snyder, là, c'est... Mais juste pour... Et je pense qu'on peut rappeler pour les plus jeunes générations deux faits, sauf s'il y a d'autres questions, parce que vous avez bien mérité le rêve confort. Et peut-être vous voudrez acheter le livre de Jacques Pauwels, parce que là, franchement, il l'a bien vendu, me semble-t-il. Rappelez que la reine Victoria est associée
de très près à la famille impériale allemande. C'est son mari quand même. Pour ce qui est de nous vendre des contes incompréhensibles, on a eu par exemple à propos de ça Lawrence d'Arabie. Oui. Ah, si vous connaissez pas le contexte réel, on a un peu de mal à comprendre ce qui se fabrique là-bas. Qu'est-ce qu'il vient foutre là-bas? Pourquoi il en veut aux Turcs et comment il libère ces fières populations, ces fières tribus d'Arabie, hein? Pourquoi? Comment? Où il suffit de lire Tintin dans la première version de Tintin au Pays de l'Or Noir. Vous comprendrez très bien. Le plus puissant. Ah oui, oui. Bah, il y a je l'ai, la version de 48, vous verrez, elle se passe pas dans un émirat mystérieux, le Kemed ou je sais pas quoi, avec des espèces de révolutionnaires fous. Non, ça se passe en Palestine, occupée par les Anglais. Les terroristes, c'est l'Irgun et le Stern, etc. Et l'enjeu, c'est bien le pétrole. L'argument le plus puissant, selon moi, contre l'idée que cette Première Guerre mondiale était une guerre pour la démocratie, comme le disait le président Wilson, c'est qu'à la fin de la guerre, quand les puissances occidentales, comme on dit, là, surtout la Grande-Bretagne et la France et les États-Unis, ont eu la chance de recréer le Moyen-Orient, ils ont créé des États qui étaient, dont un, l'Arabie Saoudite, est aujourd'hui le pays le moins démocratique au monde, où en fait c'était un retour vers le Moyen-Âge. Moi je parle souvent de 1914 comme un retour en arrière, en fait. On voulait retourner vers le passé, vers le Moyen-Âge dans un sens. L'âge d'or, l'aristocratie, la monarchie, de l'Église, etc. Et dans un sens, les Britanniques ont créé en Arabie Saoudite une sorte d'État médiéval, un État en fait, qui appartient à une famille. Alors c'était l'antithèse d'un État démocratique. Et ça, c'est une création des Britanniques. À la fin de la guerre, soi-disant pour la démocratie, c'est idiot, mais on ne parle pas de ça non plus. Et la démocratie au Koweït. La Palestine aussi, c'était une création. Ah oui, bien sûr, tout ça. Il y avait le partage entre la Palestine et le Levant français. Ouais. Ah oui, oubliez pas de filmer, pardon. La déclaration Balfour. Ça explique la déclaration Balfour, c'est le pétrole, hein. Faut pas rêver. Et ainsi de suite. Donc lisez le livre de Jacques Pauwels, maintenant que vous allez enfin tout comprendre. Ouais, tout comprendre. Merci. Merci. Merci beaucoup.